Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les débats de l'IA. Aujourd'hui, nous abordons un drame silencieux, un effondrement d'État à 2 heures de vol de Miami. Haïti est aujourd'hui aux mains des gangs. Plus de 80% de Port-au-Prince échappent au contrôle de l'État. Il n'y a plus de président, plus de premier ministre, et la population est livrée à la violence et à l'anarchie. Face à cette situation d'urgence, nous allons tenter de répondre à une question difficile. Que peut-on faire? Et surtout, qui peut le faire? Pour cela, deux intervenants avec des angles d'analyse complémentaires. Solène Lebris, spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour Solène. Bonjour, merci de l'invitation. Haïti mérite que l'on en parle autrement que par la crise. Et Simon M. Bayoma, géopolitologue et spécialiste des dynamiques africaines et afrodescendantes. Bonjour Simon. Bonjour, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que vit le peuple haïtien. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à réagir en commentaire. Ce sujet mérite votre attention. Solène, où en est Haïti aujourd'hui? C'est une situation d'effondrement quasi total. Il n'y a plus d'institutions légitimes, plus d'administration centrale efficace. Port-au-Prince est fragmenté entre des gangs rivaux comme le G9 ou les 400 Mawozo. Les ports, les routes, même les hôpitaux sont contrôlés ou rackettés. Et le plus inquiétant, c'est que la population n'a plus aucun recours. Je suis d'accord avec Solène. Haïti est un État sans souveraineté réelle. Mais ce n'est pas nouveau. C'est le résultat d'un abandon progressif, d'ingérences étrangères répétées et d'un système économique prédateur. Les gangs sont le symptôme. Le vrai problème, c'est l'absence de projets de société viables depuis des décennies. Mais il faut aussi reconnaître que l'appareil d'État haïtien a été incapable de se réformer, de construire des institutions stables. C'est une faillite interne autant qu'externe. Quand on parle de faillite interne, on oublie que les élites haïtiennes ont été formées dans un cadre déjà corrompu par les diktats économiques internationaux. Le FMI, les plans d'ajustement, les aides conditionnées, tout cela a affaibli le tissu national. Sur le plan économique, quelles solutions sont envisageables? Il faut sortir de la logique d'aide d'urgence. Haïti a besoin d'un plan de reconstruction économique massif, pas de micro-projets humanitaires. Cela passe par une relance de l'agriculture locale, la souveraineté alimentaire, l'accès au crédit pour les petits entrepreneurs et surtout une rupture avec les modèles imposés depuis Washington ou Paris. Mais comment lancer une relance économique dans un pays sans sécurité, sans système bancaire fonctionnel, sans État? Il faut d'abord stabiliser. Il faut un cadre minimum pour sécuriser les investissements. Cela nécessite un interventionnisme encadré, peut-être une autorité de transition pilotée par des acteurs régionaux. Sauf que ça a déjà été tenté. Et ça a échoué. Ce qu'il faut, c'est un plan économique porté par les Haïtiens eux-mêmes, avec un soutien technique, mais sans domination politique. Pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas su prévenir cette situation? Parce qu'elle a été cynique. Les grandes puissances n'ont jamais eu de réelle stratégie pour Haïti. Elles ont réagi au coup par coup, souvent en fonction de leurs propres intérêts. Les Nations Unies ont été discréditées après le scandale du choléra. Les États-Unis sont divisés sur la ligne à tenir. Et l'Union africaine, l'ALBA, même la CARICOM sont restés timides. Et surtout, Haïti est devenu invisible. L'Afrique et les Caraïbes n'ont pas assumé leur rôle de solidarité panafricaine. Il aurait fallu une coalition régionale afro-caribéenne, avec un soutien clair à la reconstruction politique haïtienne. Au lieu de cela, on a laissé l'île s'enfoncer. Je crois que la solution diplomatique ne viendra pas des grandes puissances. Elle doit venir de la région. La République dominicaine, la Jamaïque, même le Brésil ont un rôle à jouer. Faut-il envisager une intervention militaire pour reprendre le contrôle de la capitale? C'est une option difficile, mais on ne peut plus l'exclure. Il ne s'agit pas d'occupation, mais d'une mission temporaire, encadrée par un mandat régional ou onusien, pour désarmer les gangs, sécuriser les infrastructures vitales et accompagner une transition politique. Je suis extrêmement sceptique. Les dernières interventions militaires ont laissé plus de traumatismes que de solutions. L'occupation de 2004 à 2017, la MINUSTAH, a été un échec. Ce qu'il faut, c'est une force civile de sécurisation, avec des composantes communautaires haïtiennes et un appui logistique externe très limité. Mais on ne désarme pas des milices surarmées avec des médiateurs civils. Il faut une réponse forte, et surtout claire. Sinon, on laisse les gangs imposer leurs lois. Et si on impose par la force sans reconstruction politique parallèle,
on crée juste un nouveau cycle de violence. Sur le plan politique, que peut-on imaginer comme sortie de crise? Il faut une constituante populaire, pas un gouvernement désigné depuis l'étranger. Il faut redonner la parole aux communautés, aux mouvements citoyens, aux jeunes, aux femmes. C'est là que réside la légitimité. Mais une constituante sans sécurité, sans cadre stable, c'est de l'utopie. Il faut d'abord une autorité de transition, avec une base d'acceptation large et une feuille de route claire. Ensuite, seulement, on pourra parler d'élections ou de réformes institutionnelles. Et qui choisit cette autorité? Washington? L'ONU? Non. Elle doit être désignée depuis le terrain, avec un accompagnement international en retrait, pas en contrôle. Un acteur qu'on évoque peu, c'est la diaspora haïtienne. Des millions de Haïtiens vivent aux États-Unis, au Canada, en France ou en République dominicaine. Solène, la diaspora a-t-elle un rôle à jouer dans la reconstruction du pays? Elle doit jouer un rôle. Elle envoie déjà des milliards en transfert de fonds, ce qui est la première source de revenus du pays. Mais elle ne peut pas se limiter à cela. Il faut que les compétences, les réseaux, les élites de la diaspora soient intégrées à la refondation politique, économique, sociale. Des Haïtiens de New York, de Montréal ou de Paris peuvent contribuer à reconstruire un État plus moderne, plus ouvert. Je partage votre analyse sur le potentiel, mais je nuance. Une partie de la diaspora a été coupée de la réalité locale depuis trop longtemps. Certains acteurs, bien intentionnés, reviennent avec des solutions pensées depuis l'extérieur, sans comprendre les dynamiques du terrain. Ça peut créer de nouvelles fractures. Il faut un dialogue authentique entre diaspora et société haïtienne. Mais justement, c'est là où l'État doit jouer un rôle de passerelle. Il doit organiser ce retour de compétences sans les opposer à ceux qui sont restés. Il y a assez de place pour tout le monde si c'est bien structuré. À condition qu'on arrête de confier les postes clés à des figures parachutées, choisies à l'étranger ou dans les cercles fermés. La légitimité ne peut pas venir uniquement d'un diplôme ou d'un carnet d'adresses à Washington. Elle doit venir du peuple. Et si le peuple est privé d'éducation, de soins, de sécurité, comment peut-il faire émerger ses propres leaders? La diaspora peut justement aider à reconstruire ses fondations. Dernière question. Et si la crise haïtienne était le symptôme d'un problème plus large? Haïti n'est-elle pas en réalité un miroir des échecs des sociétés post-coloniales? Simon? C'est exactement ça. Haïti est le premier État noir indépendant de l'histoire moderne. Et depuis le début, on a tout fait pour qu'il échoue. Dette coloniale imposée par la France, embargo économique, intervention militaire répétée. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une vérité historique. Haïti est un laboratoire du post-colonialisme mondial. Ce qui s'y joue aujourd'hui, c'est une ancienne colonie peut-elle réellement exister dans un système globalisé, pensé sans elle? Je vous rejoins en partie, Simon. Il y a effectivement une dette morale et historique à reconnaître. Mais il faut aussi cesser de réduire Haïti à son passé. D'autres pays post-coloniaux, en Afrique ou en Asie, ont connu des crises majeures, et certains s'en sont sortis. Il ne faut pas enfermer Haïti dans un statut de victime éternelle. Mais ces pays s'en sont sortis parce qu'ils ont pu construire une forme de souveraineté réelle. Haïti n'en a jamais eu l'opportunité. Aujourd'hui encore, le FMI, la Banque mondiale, les ambassades occidentales influencent directement les choix politiques internes. Ce n'est pas de l'aide, c'est une tutelle déguisée. Alors il faut transformer l'aide en partenariat, pas se retirer complètement. Sinon, c'est laisser le champ libre aux mafias, aux milices, aux puissances prédatrices. Peut-être. Mais le vrai test sera, Haïti peut-elle redevenir maître de son destin? Pas demain. Mais si on ne lui donne pas les moyens de le devenir, alors ce ne sera pas juste un échec haïtien, ce sera un échec universel. Un débat intense et à la hauteur de la gravité de la situation. Haïti vit une tragédie humaine, politique, sociale. Et personne ne peut prétendre détenir la solution parfaite. Mais ce qui est sûr, c'est que ne rien faire, c'est condamner encore une génération entière. Merci à vous, Solène Lebris. Merci à vous, Simon Mbayoma. Et merci à vous qui regardez cette émission. Si ce débat vous a éclairé, likez, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat de l'IA.